aujourd'hui, si vous voulez faire des clics, mettez Mélenchon dans votre titre. Vous avez voté pour qui aux dernières élections, vous? Pour Macron? Vous supportez quelle équipe? Pour Zemmour? Un voyou. Ou bien pour Jean-Luc Mélenchon? La République, c'est moi, c'est pas lui. Chaque nom que je vous donne est chargé émotionnellement, hein. J'ai juste à les énoncer et c'est associé à plein d'attributs. Vous avez immédiatement un univers qui vous vient à l'esprit. C'est associé à un groupe d'individus liés par une idéologie, une classe sociale peut-être. En bref, vous avez un positionnement très clair du candidat, mais surtout de la typologie de l'électorat. Un peu si je vous demande de choisir entre Coca-Cola, Red Bull ou San Pellegrino saveur pêche. Sur quels critères vous choisissez les produits que vous achetez et sur quels critères vous choisissez votre candidat. C'est ça qu'on va creuser dans cette vidéo. En tout cas, sur le dernier coup, Mélenchon est vraiment pas passé loin. Juste 1% derrière Marine Le Pen. 21,95% des gens l'ont choisi sur tout ce qui était proposé. Et le truc fou, c'est qu'il a plus que doublé son score en 10 ans. Bref, c'est un petit succès quoi. Bah, en fait, on peut dire que Mélenchon, c'est juste un très bon produit marketing, quoi. C'est un peu provoque, ça, ce que tu dis quand même. Ouais, un peu. Mais pas tant que ça, vu ce qu'on a découvert en préparant cette analyse. Le marketing est effectivement utilisé en politique depuis toujours. La vraie question, c'est jusqu'où? Jusqu'où les politiques vont pour comprendre vos critères de choix et tenter d'influer dessus, bien sûr. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je vais vous montrer mon slip. Sauf que pour répondre à cette question, il faut d'abord répondre à une autre question. C'est quoi la politique en fait? Cela implique quoi? D'avoir un homme ou une femme qui crée un mouvement et essaie de l'amplifier au maximum pour gagner des parts d'un marché fini, car en fait, le nombre d'électeurs est limité, quoi. Déjà, il faut être visible. Acquisition. Faire comprendre sa proposition de valeur à ses électeurs potentiels. Activation. Les maintenir engagés. Rétention. Faire en sorte de transformer ses partisans en ambassadeurs. Recommandation. Je vais pas avoir cette loi. Autrement dit, acquisition, activation, rétention, référol. 4 parties du modèle ART. Un framework growth marketing dont je parle tout le temps, mais d'habitude c'est pour un business. Mais finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça s'applique à n'importe quelle entité qui veut grossir, en fait. La différence, c'est qu'ici, il manque le R de revenu. Ouais, en politique, faire grossir son mouvement n'a pas, normalement, de but de monétisation, comme un business. Mais il y a le côté recevoir des dons, tu sais, pour son parti. Mais de toute façon, tous ces trucs-là, ils s'en servent pas vraiment pour gagner de l'argent, ils s'en servent pour financer du cash flow. Mais le dernier R du modèle en politique, ça se traduit par pouvoir et influence. Des devises qui sont de toute façon monétisables à plus ou moins long terme. À partir du moment où la loi arrive à reconnaître le poids de l'influence, c'est très bien. Donc il y a un poids de l'influence, effectivement, comme vous disiez, je ne sais pas dans quel sens il va, probablement que la conformité doit faire envie, mais aussi que l'anticonformisme, c'est-à-dire moi je vote contre, voilà, dans tous les sens. Mais puisque vous admettez que ça existe, pourquoi est-ce que la loi tolère que les autres parlent avant 24 heures? Pourquoi est-ce que c'est pas ramené à un an entier, ça? C'est-à-dire pas de sondage, on voit pas les gens, chacun a le droit d'écrire un petit truc sur ce qu'il va faire. Les mécaniques politiques et growth marketing, c'est pareil, quoi. Mélenchon, finalement, a bien regardé, quand il quitte le Parti Socialiste en 2009 pour partir seul à l'aventure, c'est un peu comme s'il montait sa start-up, finalement. Mais contrairement à une marque de chaussettes, la politique bénéficie d'une audience qui est par design beaucoup plus exaltée. Et pour cause. Le point de vue politique de quelqu'un est central dans sa vie. Car soit ça touche à sa situation professionnelle ou familiale, soit cela touche à des convictions. Des convictions sur lesquelles il s'est construit en tant que personne. C'est donc finalement une expression de son identité. Et en fait, c'est ça la grosse différence avec le marketing classique. C'est vraiment le niveau d'engagement. Si bien que les politiques sont allés bien plus loin que les marques traditionnelles, et sur plein d'aspects. Mais cet écart est en train de se resserrer, car les business empruntent de plus en plus de méthodes de la politique pour grossir, et notamment en faisant incarner une marque par un personnage. Ouais, en gros, le leader du projet, quoi. Pendant longtemps, le truc, c'est qu'on voyait plein de marques, mais on savait jamais ce qui se cachait derrière. En fait, c'est vraiment très récent qu'on voit des marques vraiment incarnées par des gens qui viennent lui donner du relief et du corps, en fait. On a Steve Jobs pour Apple, on a Elon Musk avec Tesla, et puis c'est arrivé il y a quelques années en France, je crois que tu avais parlé de Respire. Justine Hutto, ouais. Oui, Justine Hutto, il y a Feed, il y a le slip français, bref, c'est vraiment en train de se démocratiser. Et c'est aussi valable dans l'autre sens. Les politiques viennent emprunter des techniques growth marketing pour enrichir leur levier de croissance. Pour m'aider à faire cette vidéo, j'ai fait appel à Benoît Dubos, CEO de Scalesia, qui, au-delà de ses connaissances en growth marketing stratégique, développe un grand intérêt pour la rhétorique et le copywriting, et notamment sur la sphère politique. Salut! Et pour vous dire la vérité, on était parti pour prouver que les politiques font du marketing, et ce qu'on a découvert nous a beaucoup surpris. Jean-Luc est un produit parfaitement marketé, parce qu'on va l'appeler Jean-Luc. C'est ce qu'on va analyser dans cette vidéo, en partie, et vous verrez qu'on a beaucoup de choses à apprendre de sa stratégie politique. C'est parti! Alors, pour comprendre l'arrivée de Jean-Luc Mélenchon au premier plan de la scène politique, il faut replacer un peu le contexte.
Tout le monde est d'accord pour dire aujourd'hui que le Parti socialiste n'a plus grand-chose de socialiste. À part le nom, tu veux dire? À part le nom. Et cette tendance est née en 1983, avec ce qu'on appelle le tournant de la rigueur, et qui en gros voit la présidence Mitterrand progressivement s'ouvrir à des centristes et abandonner la politique socialiste. Avec le temps, le socialisme à la française a déserté le sujet social pour se consacrer exclusivement à du sociétal sur un fond de capitalisme. Le gouvernement socialiste le plus représentatif de ce shift, c'est le gouvernement Jospin de 97 à 2002. Bah d'ailleurs, si je me rappelle bien, il avait privatisé dans tous les sens. Il y avait des banques, il y avait Air France, le Crédit Lyonnais, il y avait des compagnies d'assurance. Ouais, et c'est ça qui avait achevé de dégoûter les électeurs de gauche. Si il ne l'était pas déjà depuis 83. Épargner quand on le peut plutôt que de consommer lorsque c'est superflu, c'est l'exigence de base pour servir le pays et préparer son avenir. Pour satisfaire cet électorat, il y a donc un boulevard. Et c'est là que Jean-Luc vient essayer de tirer son épingle du jeu. Il avait déjà identifié l'intérêt de cette tendance et il avait joué en interne du Parti socialiste de temps à autre, comme quand il a créé le courant gauche socialiste avec Julien Drey, en réponse à une politique pas assez à gauche pour lui de Michel Rocard. Mais il jouait pas tout le temps cette carte radicale quand ça se heurtait à ses velléités de monter dans le parti. Il essaiera d'aller jusqu'au bout du projet interne, en se présentant au poste de premier secrétaire du Parti socialiste en 1997 et en échouant. Mais il obtiendra tout de même un poste de ministre dans le gouvernement Jospin. Le même gars que tout à l'heure, donc. Ouais. En 2002, c'est la grosse claque, puisque le Parti socialiste ne passe même pas le premier tour des présidentielles. Et après des tentatives avortées de vouloir rassembler sur des tendances plus radicales à l'intérieur du parti, ou du moins de soutenir des poulains moins centristes, il décide finalement en 2008 de jouer sa carte à fond, mais ce sera en dehors du Parti socialiste cette fois. C'est là qu'il lance le Parti de gauche. Ouais, c'est le nom de départ. Et en s'associant avec le Parti communiste, ça devient le Front de gauche. À ce moment-là, on est en post-crise économique de 2008, et il y a un éclatement de petits partis se revendiquant de la vraie gauche, se construisant en opposition aux dérives du monde capitaliste. Il y avait le NPA, il y avait Lutte ouvrière, il y avait Europe Écologie Les Verts aussi. Il y a bien un marché, et son but est de devenir l'homme fort de la gauche radicale. Voilà, j'ai fini pour mon speech historique, mais c'était important de reposer les bases. On peut donc dire que Mélenchon est sur un marché quand même assez concurrentiel. Qui dit concurrentiel dit que c'est pas sur les propositions pour commencer qu'il va pouvoir se différencier. D'ailleurs, haute difficulté, il a aussi pour mission de rassurer les électeurs du Parti socialiste les plus radicaux, notamment sur l'idée de voter pour un parti radical en soi, dans l'objectif de récupérer des voix. Donc non seulement il doit se différencier de ses concurrents directs, mais il doit aussi, par sa différenciation, réveiller les passions socialistes pour de vrai, des électeurs, donc du Parti socialiste. C'est bien résumé? Très bien. Maintenant, il faut bien comprendre et maîtriser les bases du jeu politique. S'attirer les bonnes grâces de l'électorat est un jeu qui se base sur les mêmes mécanismes que convaincre des clients d'acheter un produit. Nos prises de décision sont déclenchées par des émotions, drivées par une constante recherche de statut. Et pour parler de ce point précis, je t'ai ramené un gros bouquin. Status Game de Will Storr. Gros pavé. Je vais te le lire. As he raised a still share like... Non, je sais pas. En gros, il est question de nature humaine, de fonctionnement du cerveau, de comment se créent les prises de décision, comment se crée l'engagement et comment il se maintient. En gros, c'est la base intemporelle de nos métiers. Et c'est toujours autour de ce genre de questions. Quel est notre statut par rapport aux autres? Est-ce qu'on cherche à l'améliorer, à le renforcer parce qu'on se sentirait menacé, impuissant peut-être? Agit-on en réaction à une humiliation passée? Humiliation qui correspond finalement à une perte ponctuelle de statut. Quasiment toutes les décisions de notre vie sont régies par cette recherche de statut. Et évidemment aussi le fait de voter ou d'acheter un produit. Ça vient d'un besoin ancestral d'être valorisé et respecté par le groupe, pour des raisons de survie. Et il y a 3 grands jeux de statut. Dominance, vertu et succès. Dominance, très rapidement, c'est le conflit, écraser les autres. La vertu, techniquement, ça va être... un bon exemple de vertu, c'est quelqu'un qui va dire, par exemple, moi, je m'en fiche du regard des autres. Et le succès, c'est vouloir briller, vouloir décrocher une médaille ou réussir quelque chose. On joue rarement à un seul de ces 3 jeux. En général, c'est plutôt un mix. Avec une dominante qui peut changer en fonction des circonstances. Je vais te donner un exemple marketing très simple, c'est Apple. Quand Apple parle d'innovation pure, il joue le jeu du succès. Quand il développe et explique ses valeurs, il joue au jeu de la vertu. Et bien sûr, il joue au jeu de la dominance quand il est question de rabaisser Windows par exemple. La question, c'est de quelle façon vous allez aider votre audience, votre électorat, vos clients,
dans leur recherche de statut. Pour être remarqué et identifié comme le guide idéal potentiel dans notre recherche de statut, une marque doit impérativement se différencier. Et dans la politique, c'est pareil. Comment il procède, Jean-Luc? Alors déjà, première chose, et tu le remarques assez facilement quand tu l'écoutes, il a un style oratoire très particulier. On dit qu'il a un franc-parler qui le distingue pas mal, on va dire. Laissez-moi raconter l'histoire, elle est plus croustillante que ça. Une tonalité qui se veut différenciante de la langue de bois que tu vas entendre traditionnellement dans les discours politiques, etc., les prises de parole politiques classiques. Oui, il a une tonalité familière. Tonalité de parti classique, quand je dis ça, j'inclus d'ailleurs le Parti Socialiste dont il faisait partie avant. De leur côté, quand les politiques traditionnelles sont reçues en plateau ou en interview, ils vont en général utiliser un vocabulaire assez courant, assez classique. On appelle ça des éléments de langage. Tu vois un peu ou pas les expressions que personne n'utilise, genre les partenaires sociaux, se mettre autour de la table. Que j'avais mis en œuvre, tout ce qui était dans le pouvoir. En fait, ça permet d'exprimer des concepts vagues qui ont l'air de dire des trucs, alors que dans les faits, tu dis absolument rien de concret, quoi. Donc ça te permet de t'exprimer sans jamais rien proposer. Et donc ça, c'est super pratique en politique, parce que ça te permet d'occuper l'espace. Mais surtout, le plus important, ça permet de décharner les faits de leur caractère émotionnel. Et ça, c'est ultra pratique quand tu parles d'un sujet tendu. Et ben ça, tu vois, c'est déjà un premier point de différenciation pour Jean-Luc. Parce que son style à lui, c'est le contre-pied total à ce niveau-là de ce que les autres font. Lui, il nomme les choses, il évite au maximum les éléments de langage que les autres vont utiliser à longueur de discours, et surtout, il n'a pas peur de mettre de l'émotion dans ce qu'il raconte. Je ne suis pas son ami, je déteste ce qu'il raconte. Il conspire contre l'unité de notre pays. D'ailleurs, depuis, il y en a plusieurs qui ont emboîté le pas et qui se différencient à d'autres endroits de l'échiquier politique, genre Zemmour par exemple. Ouais. Mais Jean-Luc, il a aussi ce petit côté tribun, à l'ancienne, un peu ronchon avec un poil de mauvaise foi. Je vous dis un mot à vous à chaque fois que je vous vois et pourtant vous êtes très désagréable. À la Astérix. Et ça, les Français, ils aiment bien. En vrai, celui qui le rappelle, c'est Georges Marchais. Fais les valises, on rentre à Paris. Une grande figure du Parti communiste à l'époque où le PCF pesait beaucoup dans le pays. D'ailleurs, quand on sait que la première base de légitimité qu'il a reçue pour construire le Front de gauche, c'était le Parti communiste, on se doute de l'importance émotionnelle de cette ressemblance pour ses électeurs. Et même pour les autres, je dirais. En ayant un personnage qui ressemble, les associations d'idées se font immédiatement dans l'esprit de l'électorat, ramenant tout l'univers de l'époque et la sympathie dont pouvait bénéficier le personnage. Un petit côté nostalgique qui efface les points négatifs, parce que Georges Marchais était charismatique. De mauvaise foi, donc un peu marrant. Mais écoutez, vous êtes terrible. On essaie de comprendre. Oh bah, vous avez du mal. Mais surtout, très fort en débat. Et c'était une époque où être capable de défendre ses électeurs dans un débat et leurs idées, sur des plateaux télé ou autres, c'était un truc essentiel. Et ça, on en reparlera. Et d'ailleurs, une fois qu'on a dit ça, on voit qu'il n'hésite pas à attaquer, quoi. En fait, Mélenchon, il se démarque par un style rhétorique très péchu. Quand je dis péchu, c'est qu'il envoie des grosses castagnes. Je dis à tous ceux qui m'écoutent, n'allez jamais dîner, déjeuner ou à un anniversaire avec un journaliste, vous risquez de le retrouver candidat fasciste à une élection. Et d'ailleurs, ça lui vaut des critiques aujourd'hui par brouette entière. Son verbe est haut, il s'emporte très facilement, et il n'hésite pas à cartonner ses adversaires avec des punchlines dignes des rap contenders. Et ça fonctionne bien. En rhétorique, on appelle ça des attaques ad personam. Schopenhauer en parle d'ailleurs mieux que moi dans son livre L'art d'avoir toujours raison. Je vais te le lire. Ich bin ein Kartoffel. Non, je rigole. En gros, qu'il explique, c'est que l'attaque ad personam, c'est le principe d'injurier son adversaire pour le décrédibiliser, le rendre ouf, entacher son honneur, en bref, entacher ce qu'on appelle son ethos. Et là, typiquement, on est dans le statut de la dominance. Complètement. En gros, l'ethos, c'est quoi? C'est l'image qui renvoie. C'est un des 3 piliers fondamentaux de la rhétorique, mais on y reviendra. Mais dans tout ça, on trouve un autre type d'attaque dans lequel il excelle particulièrement. L'art de retourner les propos de son adversaire contre lui, avec un objectif simple, en gros, le faire passer pour un gugus qui se contredit lui-même. Vous avez déjà honte de ce que vous avez dit, c'est déjà bien. Et enfin, il a une dernière façon d'attaquer, qui est indirecte, mais qui est super efficace et pernicieuse, c'est le mépris. Son truc à lui, et ça rappelle Georges Marchais, c'est d'attaquer tous les échanges avec une sorte de détachement très désinvolte. Et puis l'autre là, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. En gros, comme s'il en avait rien à foutre d'être là, ou comme s'il en avait rien à foutre de son adversaire. Et ça, c'est juste un blindage imprenable. Quand on attaque, on désigne les ennemis. On trace une ligne entre nous et les méchants. Ça peut être des concurrents, comme des ennemis idéologiques. Ça revient au même. Car les concurrents seront accusés de ne pas combattre suffisamment bien l'ennemi, ou même, pour le Parti Socialiste, accusés d'avoir trahi. Et là, ce qu'on voit, c'est la base du clivage. Et d'ailleurs, je crois reconnaître un jeu de vertu, c'est ça? Exactement. En gros, nous, on est les vrais. Et il y a cette phrase connue, « Draw a line, pick a side ». Trace une ligne et choisis ton camp. En étant très clivant, on polarise, on force les gens à choisir un camp.
basé effectivement sur la recherche de vertu. Le camp des gentils, quoi. Un très bon moyen d'engager, de toucher aux émotions. Surtout que la politique, de base, c'est très émotionnel. Tout le monde peut le constater. Ça fait partie des thèmes qu'il faut éviter d'aborder si on veut passer une bonne soirée en général avec des amis ou des familles. Et d'ailleurs, ce type d'engagement est super durable dans le temps. Et là, on optimise la rétention. Ouais, parce que si un électeur prend parti pour quelqu'un, il investit émotionnellement dans le projet. Par conséquent, il a plus de mal à changer d'avis. En particulier s'il a déjà donné son avis en public. S'il s'est engueulé avec son beau-frère au dîner de famille. Les mecs du Front National, ils disent pas que des conneries, voilà. On va parler politique. Il est où le petit tire-bouche? Même s'il est allé manifester. Une fois qu'il y a des témoins, c'est un autre biais psychologique qui se met en marche. Le principe de cohérence. Qui implique que, en fait, on veut avoir l'air cohérent avec nos actions passées. Nos choix politiques étant le reflet de notre idéologie et par extension de notre identité, on doit maintenir cet alignement stable. Et là va rentrer un autre biais psychologique, le biais de confirmation. Mon préféré. C'est quand on cherche absolument tous les éléments qui vont venir nous rassurer et confirmer notre idéologie, notre grille de lecture de la vie, quoi. D'ailleurs, pour le constater, il suffit d'aller sur Twitter. Exactement le même événement va servir à justifier différentes grilles de lecture. Et des grilles de lecture totalement opposées. Ouais, le truc, c'est que changer d'avis, ce serait se remettre en question beaucoup trop profondément. Tu m'étonnes que la rétention soit bonne, du coup. Alors, ce qu'on a évoqué, le clivage, c'est bien sûr pas une spécialité de Jean-Luc. Les arguments politiques se basent sur ces mécanismes depuis toujours. Parce que justement, l'esprit humain ne peut pas s'empêcher d'être manichéen. Dans son jeu de la vertu, il faut discréditer les autres. Pointer les erreurs que nous, on n'aurait pas fait. Vertu. Et les humilier si possible. Dominance. Mais Jean-Luc le fait avec beaucoup de radicalité, plus que les autres en tout cas. Et cette radicalité va lui permettre de se différencier des concurrents qui sont eux aussi de gauche radicale dans l'idéologie, mais moins audibles, moins visibles. Ce clivage a le mérite aussi de renforcer le besoin naturel d'appartenance, d'appartenir à un groupe bien défini qui se bat contre le reste du monde, en renforçant l'adhérence avec le projet, la rétention. Et ça, si c'est très classique en politique, ça fait pas si longtemps que ça devient la norme dans le business. Et notamment en branding. On dira aujourd'hui qu'il faut désigner un ennemi pour fédérer autour d'une marque. Par exemple, Apple qui désignait le Windows mainstream. Ouais, voilà. Ou le Dollar Shave Club, cette marque de lame de rasoir qui a désigné l'ensemble du marché du rasage comme ennemi, avec une surenchère permanente du nombre de lames, de fausses innovations et de technicité inutile. Vraiment de l'innovation bullshit, quoi. Mais en sous-jacent, c'était Gillette qui était visé en vrai. Côté français, c'est encore plus récent. Tu l'évoquais tout à l'heure, mais Justin Hutto avec Respire désignait l'opacité du marché cosmétique. En gros, l'idée, c'est de dénoncer et de combattre un statu quo qu'on considère comme délétère pour son audience cible. Mais il y a un truc chez Jean-Luc Mélenchon qui amplifie tout ça, c'est sa radicalité. Là, on parle pas forcément des idées en elles-mêmes, mais de la posture intransigeante, monolithique, qu'il emploie pour défendre ses idées. Une radicalité d'ailleurs qu'il n'avait pas nécessairement quand il était au PS, mais qui, après son départ, lui a permis de jouer avec ses propres règles et d'être beaucoup plus facilement identifiable sur le marché politique. Car oui, Mélenchon, il a vraiment pas la concession facile. On le voit avec la NUP. On appelle ça une intransigeance programmatique. Ça a commencé d'ailleurs en 2008, quand il a quitté le Parti Socialiste, faute d'un accord avec la ligne en place. Et puis après, ça a continué en 2012, en 2017, en 2022, en fait, à tous les 5 ans, quand il y a une présidentielle. Avec, à chaque fois, un refus catégorique de rogner sur la moindre clause de son programme. Le truc, c'est qu'on pourrait croire, quand on regarde tout ça, que cette stratégie électorale, elle est perdante. À court terme, ouais, ça fait perdre des élections. Mais à long terme, Mélenchon, la France Insoumise et maintenant la NUP se positionnent comme des acteurs sans concession du paysage politique français. Et ça, c'est très très fort parce que ça les démarque de la sphère politique traditionnelle qui, elle, va beaucoup plus facilement être dans la concession et dans la transigence. D'ailleurs, ces mêmes calculs qui ont en très grande partie causé son départ du PS à l'époque. Et d'ailleurs, un déclin de ce même parti. Et c'est ça qui fait que son ennemi à Mélenchon, tout désigné, c'est vraiment le paysage politique dans son ensemble qui transige, tout simplement. Et ça, c'est un des piliers de toute stratégie de branding efficace. Se tenir à tout moment à sa ligne directrice. Vraiment, cette idée de cohérence. C'est vraiment la clé de l'intelligibilité du branding, en fait. Et surtout, à long terme, c'est un excellent moyen de renforcer la confiance témoignée par son électorat ou son marché. Ouais, parce que finalement, en marketing, la chose qu'il faut surtout pas abîmer, c'est la confiance. Pour qu'un client ou un électeur vous accorde sa confiance, il faut que vous apparaissiez comme le guide idéal dans sa quête personnelle. Les gens ne s'intéressant toujours qu'à eux-mêmes, ils veulent pas prendre de risques. Donc, ils se tournent naturellement vers ceux qui paraissent les plus à même de les aider dans leur propre arc narratif. Car voter pour quelqu'un,
C'est au même titre aujourd'hui qu'acheter quelque chose, un processus d'alignement avec son identité, avec l'image idéale qu'on a de nous-mêmes. Et en faisant ce choix-là de l'intransigeance, Mélenchon, il réussit ce tour de force de se positionner comme un des seuls candidats, si ce n'est le seul candidat, qui ne fera jamais vaciller son programme politique, à gauche ou ailleurs. Et ça, c'est un gage de confiance payant à long terme, tant il joue sur la rétention de son électorat, parce qu'il joue sur la confiance. Et le pire dans tout ça, c'est que ça paye. En faisant pas varier sa position, sa marque, son programme, son discours d'un iota, et ça d'ailleurs on peut le voir entre 2017 et 2022, ça a quasiment pas changé, Jean-Luc a petit à petit contraint les partis de gauche à se rallier à sa cause plutôt que l'inverse. Et ça, c'est un véritable coup de force en politique, mais aussi en marketing. Dans le jargon, on appelle ça transformer une industrie de plateforme, où tout le monde se tire la bourre avec des jeux de concurrence, en industrie winner takes all, où t'en as un qui rafle toute la mise. Et les autres, en fait, qui sont obligés, avant ça, de s'aligner sur la ligne directrice du futur leader. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc qu'on observe très souvent dans les startups, quoi. Quand une boîte parvient à dominer son marché, elle laisse que deux options à ses concurrents, soit fermer boutique, ou accepter de se faire racheter. Ou alors accepter d'avoir une part infime du gâteau. Et ça, c'est un point central quand j'observe Jean-Luc. Et il y a une question que je me pose. En fait, est-ce que Jean-Luc Mélenchon est un gourou ? Alors j'ai fait une vidéo spécifiquement sur les mécaniques growth marketing de l'effet gourou, en prenant l'exemple d'Oussama Ammar, je vous mets le lien en description. Quand on pense gourou, on pense secte, ok. Et justement, je voudrais qu'on creuse ensemble le terme sectaire. Selon le Larousse, c'est un adepte d'une doctrine, qui se refuse à admettre des opinions différentes de celles qu'il professe. Le sectarisme est donc un corollaire objectif d'un clivage radical. Gourou, c'est une échelle relative en fait, c'est comme tout. Il n'y a pas vraiment de point fixe à partir duquel on bascule. Mais c'est des mécanismes très courants qui font que l'on arrive à fédérer des gens autour de nous et de notre projet. Tout dans la stratégie de Jean-Luc pousse à adhérer à sa doctrine et à rejeter celle des autres. Encore une fois, c'est pas le seul à faire ça. Ou je dirais même qu'en fait, utiliser cet effet gourou est quasiment obligatoire. Mais en le faisant de façon radicale, il se rapproche énormément des attributs qu'on retrouve habituellement chez des gourous plus, on va dire. Il y a le charisme, les convictions radicales et excluantes pour ceux qui ne sont pas d'accord, et surtout le fait qu'il est unique, qu'il est le seul à pouvoir défendre les intérêts de ses électeurs. Et ça, c'est la plus évidente des caractéristiques du gourou. Je suis le seul à détenir la vérité, personne d'autre ne peut vous guider mieux que moi. Et en soi, finalement, c'est le meilleur argument marketing pour se différencier sur son marché. Maintenant qu'on a évoqué tous les attributs identifiables de Jean-Luc Mélenchon sur son marché, il y a une méthode qui permet de travailler son positionnement et d'asseoir sa différenciation au sein de ce marché. Cette méthode, elle s'appelle le mapping concurrentiel. Ouais, en gros, on prend les deux attributs les plus saillants d'une marque et on les place sur un graphique. Un sur l'abscisse, l'autre sur l'ordonnée, dans le positif. Dans le cas de Jean-Luc Mélenchon, alors je sais pas si tu es d'accord, mais je dirais que dans un premier temps, on a clairement l'innovation. Ouais. Jean-Luc Mélenchon est toujours à l'affût de la moindre innovation, d'une nouveauté dont il pourrait se servir. Que ce soit dans les idées, les propositions, la constituante, c'est un bon exemple, ou même des techniques de com comme l'hologramme ou une stratégie de contenu sur YouTube. Et c'est super intéressant parce que cette innovation, en gros, elle retranscrit tous les pans de son programme, c'est-à-dire à la fois une innovation politique, une innovation sociétale et une innovation aussi technologique, quoi. Et le but de l'innovation pour Jean-Luc Mélenchon, c'est de ne pas se scléroser dans sa doctrine et accentuer la sédition avec le reste du monde politique. Un des ennemis, vous vous rappelez. En ayant l'air plus jeune, plus progressiste et plus ouvert au changement. Et c'est principalement le cas pour ses concurrents directs de gauche radicale, qui ont une image plutôt catastrophique de vieux dinosaures un peu déconnectés. On vient donc placer cet attribut innovation en positif sur l'ordonnée, et de l'autre côté de l'axe en négatif, on doit placer l'attribut opposé. Ici, on pourrait donc parler de côté plus traditionnel. Typiquement, le PCF avec la fête de l'UMA, les merguez, tout ça. Voilà son premier axe de différenciation. Et d'ailleurs, quand on parle d'innovation, on voit que Mélenchon, il dirige son programme et son parti exactement comme il dirigerait une start-up. En innovant par itération, on pense aux universités d'été de la France Insoumise ou au sommet de l'écologie et de la transition énergétique qu'il organise avec la France Insoumise, qui lui permet de faire la curation des nouvelles innovations programmatiques, technologiques, sociétales qu'il va pouvoir utiliser pour agrémenter son programme. Et ça, du coup, comme il montre ses recherches, ses découvertes et les recherches de ses équipes, et qui montre sa réflexion, ça rappelle une technique, encore une fois marketing, qui est le building public. C'est-à-dire qu'il montre ce qu'il est en train de construire. Exactement, et ça d'ailleurs c'est un des seuls qui, à chaque élection présidentielle, fait un grand live, une grande émission de plusieurs heures dans lesquelles il vient détailler et chiffrer son programme avec des économistes, avec des contradicteurs, etc. C'est un des seuls qui fait ça, et c'est typiquement une approche, une pratique building public. Et en plus de ça, ça fait du contenu gratuit. Et surtout, ça lui permet d'être toujours sur la tangente en amenant des idées novatrices mais audible par son électorat. Et d'ailleurs, ça, c'est un de mes frameworks préférés qui est utilisé chez McKinsey. Alors, je sais que Mélenchon adore McKinsey. C'est le framework Maya.
MAYA pour Most Advanced Yet Acceptable. Super accent anglais. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'une bonne idée qui crée du changement, c'est une idée qui va être à la fois challengeante pour l'audience, mais qui va rester intelligible et que l'audience va pouvoir s'approprier en fait. Dans les limites de l'acceptable, quoi. Exactement. Quand on joue ce jeu-là de l'innovation que joue Mélenchon, ça va être de sans arrêt être sur la tangente, de sans arrêt être à la limite, de tenter de repousser cette limite sans jamais l'outrepasser. Et c'est exactement ce qu'il fait avec sa stratégie Building Public, où il va documenter, où il va prendre la parole sur des thématiques qui sont vraiment, comme je l'ai dit, à la limite, faire des propositions qui tentent de repousser justement cette intelligibilité-là. Et d'ailleurs, ça porte un nom en sciences politiques, c'est ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton. Et d'ailleurs, ça me fait penser à cette boîte de la Silicon Valley qui s'appelait General Magic, qui avait inventé l'iPad, mais genre 15 ans trop tôt, et que Apple a pu commercialiser, mais dans la bonne tendance. En fait, on peut parler de Product Zeitgeist Fit. Zeitgeist, c'est l'air du temps. Mélenchon intègre cette réflexion sur comment il peut repousser les limites avec une bonne conscience du zeitgeist pour venir proposer son produit et donc faire un bon fit. Deuxième axe de différenciation dans le mapping concurrentiel, donc l'abscisse, on l'a vu, la radicalité. Là, il ne s'agit pas seulement de se placer à l'extrême gauche pour être le plus à gauche, en restant sur une échelle de proposition politique. Il y a aussi l'idée de casser les codes, d'être anti-système. Au point, en cas de victoire, de proposer de changer de régime démocratique, pour faire disparaître la classe politique. Bref, la 6e République. Donc sur cet axe, on a bien sûr le Parti socialiste qui est à l'opposé de cet attribut. Autour d'une valeur qu'on va appeler de façon absolument non péjorative, raisonnable, et qui peut toucher une partie de l'électorat. Ok, donc là on y voit plus clair, mais faisons quand même un petit point. Jean-Luc se différencie de ses concurrents par une intransigeance absolue sur ses idéaux, ses valeurs et son programme. Il formule une offre politique à la fois innovante et clivante, mais audible. Il refuse catégoriquement toute collusion qui pourrait l'amener à transiger sur son programme, donc abîmer son branding et donc altérer la confiance de son électorat. Ensuite, il entretient une image de grande gueule charismatique, là où 95% des acteurs de la politique de son époque emploient un langage et un ethos très policé. Et souvent d'ailleurs full gueule de bois, un peu bullshit. Et enfin, il innove en continu pour toujours avoir un coup d'avance en termes de propositions. En bref, il a tout d'un électron libre dans l'espace politique français. Dans le jargon Startup Nation, on appelle ça créer sa propre catégorie marketing. Exemple très simple de catégorie, on a l'eau minérale. C'est là qu'on voit que Evian, comme Volvic, comme Contrex sont dans cette catégorie. C'est marrant que tu prennes cet exemple parce que j'ai justement récemment étudié un nouvel acteur sur ce marché de l'eau minérale. Liquid Death, ça s'appelle. La mort liquide. En fait, ils se sont positionnés avec un univers super trash, culture hard rock. Ils vendent de l'eau minérale dans des canettes en métal, genre ça ressemble à de la bière bien crade. Et avec cet univers, ils attaquent tout le reste du marché. Ils attaquent le marketing des autres eaux minérales sur le fait qu'ils vendent à des mamans qui font du yoga. Ils attaquent sur le fait que les autres acteurs, ils polluent avec des bouteilles en plastique alors que eux ils vendent en canettes. So please, don't fall for the marketing bullshit. Bref, c'est pas une nouvelle catégorie en soi, c'est une nouvelle sous-catégorie. Un peu comme il peut y avoir la Volvic qui vient du volcan, la Contrex pour maigrir ou l'Evian pour les bébés, quoi. En tout cas, Jean-Luc Mélenchon, à la base, il se situe dans la catégorie homme politique de gauche. D'ailleurs, petite parenthèse sciences politiques, vous m'en voudrez pas? Je t'en prie. Le problème, c'est que ces 10 dernières années, on assiste à un vrai glissement idéologique de l'échiquier politique. La conséquence, c'est que une proposition politique considérée comme de gauche standard, républicaine, il y a 20 ans, aujourd'hui, c'est considéré limite comme une proposition d'extrême gauche, quoi. Et donc, l'enjeu et la difficulté pour lui, c'est de repenser sa propre catégorie pour ne plus être positionné comme le nouveau Staline des années 2000, mais au contraire comme l'incarnation de la vraie gauche, comme le renouveau de la gauche. C'est là qu'on comprend, quand on regarde l'analyse du mapping concurrentiel dont tu nous as parlé, que Mélenchon, un petit peu comme Liquid Death, en fait, il cherche pas à créer sa propre catégorie, mais il cherche à créer une sous-catégorie. Ouais, c'est ça. En étant le plus quelque chose. Par exemple, Asphalt est la marque de vêtements pour hommes la plus transparente. C'est un attribut qui joue. Dans l'esprit de l'audience, ils se sont imposés comme les numéros 1 de cette sous-catégorie. Marque de vêtements pour hommes transparente. C'est comme ça qu'en étant le plus radical, le plus innovant, Mélenchon il parvient à créer sa propre sous-catégorie d'homme politique de gauche. Mais tout ça pour dire que réussir à créer sa propre sous-catégorie, c'est vraiment le nec plus ultra en marketing. Et il y a une discipline indispensable en politique qui est pourtant pas très exploitée en marketing, à tort je trouve, c'est la rhétorique. Alors comme c'est un de tes sujets préférés Benoît, je voudrais que tu nous expliques un peu comment ça se joue en politique. Eh ben écoute, c'est Yann avec plaisir. Alors en fait déjà, en rhétorique,
il y a 2 grandes notions dont il faut qu'on parle. Convaincre et persuader. Alors, c'est un continuum, hein. C'est pas monolithique, c'est pas binaire, hein. C'est pas je convainc ou je persuade. C'est 2 choses qui se nourrissent. Mais en gros, si on devait schématiser, convaincre, c'est l'art d'influer sur les idées, alors que persuader, c'est l'art d'influer sur les actions, très schématiquement. Si on regarde un petit peu, on voit que l'extrême gauche, Europe Écologie Les Verts, etc., dans le paysage politique, ils ont souffert de ce syndrome de la simple conviction. Dans le fond, ils sont très très forts pour faire un bon diagnostic sur la société, ils sont très forts pour formuler des propositions, ils sont très forts pour susciter une adhésion intellectuelle, donc une considération de leur électorat. Par contre, ils ne réussissent pas à influer sur l'action et à, en gros, engranger suffisamment de voix. Parce qu'ils ne touchent pas aux émotions. Exactement. Le truc, c'est que Mélenchon, lui, il parvient à résoudre ce conflit. Et comment? Grâce à plusieurs outils. En fait, il y en a 3. Le premier, c'est ses compétences oratoires. Le deuxième, c'est une maîtrise parfaite de ses dossiers. Et le troisième, c'est un vrai talent d'acteur, d'interprète, qui permet de faire ressentir, de transmettre des émotions. En bref, il réunit les 3 piliers essentiels en rhétorique, l'éthos, le pathos et le logos. En gros, le logos, c'est quoi? C'est ce que tu dis et comment tu le dis. Le pathos, c'est ce que tu fais ressentir à ton auditoire. Et l'éthos, c'est l'image que tu renvoies à ton auditoire. Et finalement, si on regarde bien, comprendre ces 3 rouages et comment il les utilise, c'est vraiment comprendre les fondamentaux, l'essence même de sa stratégie marketing et politique. Dit plus simplement, c'est comprendre comment il fait pour d'être ça à chaque intervention ou à chaque prise de parole. En gros, sauf quand il crie que la République c'est lui, mais bon, on va pas en parler de ça. La République, c'est moi! Tout d'abord, premier point, le logos, c'est ce qu'il dit. Dans le logos, il y a 2 parties, il y a le fond et puis il y a la forme. Ça, je t'apprends rien. Déjà, on va parler du fond très rapidement. En général, il est renseigné, il est factuel, il est chiffré et il arrive toujours à démontrer un niveau de compréhension très granulaire et très concret des sujets qu'il aborde. Mais pas seulement, parce qu'il faut aussi que la forme, elle suive. Et c'est là qu'on voit que Mélenchon, quand on étudie un petit peu ses prises de parole, c'est un petit peu le boss final en termes de dialectique. C'est l'art d'avoir toujours raison. Le truc, c'est qu'il sait retourner à peu près n'importe quel contre-argument contre lui-même. Il sait aussi repérer les arguments fallacieux, ce qu'on appelle les sophismes en fait, et les éclater. Et surtout, une fois qu'il a fait ça, il sait transmettre ses idées de façon claire, punchy, intelligible. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il est craint par l'immense majorité de ses opposants. Et enfin, on arrive au pathos. Pour rappel, c'est ce que tu fais ressentir à ton audience. Émotions. Selon Clément Viktorovitch, tu sais, c'est le mec de Click, sur Canal+, ouais. Qui a écrit d'ailleurs ce livre, franchement, foncez le lire, c'est de la bonne. On pourrait classifier toutes les émotions humaines en 4 types. L'anxiété, l'enthousiasme, l'aversion et la compassion. En gros, c'est un petit peu les 4 émotions sur lesquelles tu vas jouer. Et puis, toutes les sous-émotions que tu vas avoir en tête, elles vont se ranger dans ces 4 catégories. Ce qu'on voit avec Mélenchon, c'est que quand il s'exprime en public, c'est juste un virtuose dans l'art d'activer ces 4 types d'émotions et de les faire cohabiter en fait et de faire un gros cocktail qui à la fin crée une sorte d'extase émotionnelle quoi. Ça rend ses discours poignant, captivant, persuasif, car en fait, l'audience, elle est ballottée d'une émotion à l'autre, et c'est un petit peu comme une vidéo YouTube qui est bien rythmée, tu sais jamais ce qui va se passer à la minute suivante. Sauf que là, il manque une pièce maîtresse, c'est l'image qu'on renvoie. Le branding, quoi. Exactement. Et on dirait pas comme ça, mais son ethos, d'une manière générale, il est extrêmement bien maîtrisé. D'ailleurs, des ethos, en fait, c'est marrant, mais quand on regarde, il en a plusieurs. Déjà, premier outil, on en a déjà parlé au début de la vidéo, c'est l'art du mépris. En gros, c'est d'appréhender tous les échanges dès qu'il y a un opposant avec un certain détachement, ça déstabilise. On voit l'image qu'il est imprenable, en fait. Et ça, c'est super efficace. Sauf qu'il n'y a pas que le mépris, parce qu'il y a un autre niveau de complexité. C'est que lui, il excelle dans l'art de jongler entre plusieurs ethos, donc de jongler entre le mépris, la complicité et la colère. Des idées choquantes qui doivent s'affronter, qui doivent se confronter. Déjà, en entamant ces échanges en mode mépris, c'est le meilleur moyen de d'aligner ton audience en paraissant antipathique, en paraissant juste imbuvable, quoi. Alors, il excelle dans l'art de prendre le contre-pied de ça en faisant en sorte de créer de la connivence. Parfois avec le public, parfois avec les journalistes aussi. Ah oui, qu'il y a plus désagréable que moi. Absolument. Voire même parfois avec son propre adversaire. Et même avec Zemmour, il a des fois où il fait une petite connivence avec lui. Finalement, vous voyez. Oui, vous pouvez changer d'avis. Il suffit de bien vous marteler. Voilà, exactement. En fait, il alterne, il panache le truc. Exactement. Et ça, le fait de sourire, le fait de se radoucir, ça renvoie l'image d'un mec à la cool. Mais surtout, ça crée un effet de contraste avec le dernier point, qui est celui pour lequel on a tendance à le connaître, c'est la colère. Tu le sais aussi bien que moi, il y a toujours un moment où Mélenchon, il va s'énerver un petit peu, où il va finir par s'emporter. Et d'ailleurs, on attend toujours ce moment pendant les débats, pendant ses interventions, où il va commencer à élever la voix et à partir dans tous les sens. Ils sont pas dans la même nation. C'est parce qu'il y a 12 millions de gens qui ont froid. C'est parce qu'il y a 8 millions de gens qui ont faim. Voilà pourquoi les gens sont... Et ça, en fait, c'est un élément rhétorique qui est
ultra puissant. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Déjà parce que quand il va s'énerver, ça va créer une sorte de climax. Parce que à chaque fois, on sait qu'il va y avoir un moment comme ça et donc ça crée de la rétention. On s'attend à ce que ça se passe et donc ça va créer une captivation. Et surtout, ça va créer un effet de contraste énorme avec le fait qu'il y a 2 minutes, il était à la cool, en train de sourire, etc. Et donc ça donne d'autant plus de poids à ce qu'il est en train de raconter. Et le truc, c'est qu'on n'arrête pas de voir Mélenchon comme un gros colérique, comme s'il subissait un petit peu sa colère. Mais le truc, c'est que c'est pas une maladie. C'est une fonctionnalité de sa stratégie rhétorique et elle est juste redoutable quand elle est bien utilisée. Et pourquoi? Parce que tout ça, en fait, ça le rend parfaitement remarquable. Des Mélenchon, il n'y en a qu'un seul et il sera jamais remplaçable. Ok, donc si je comprends bien, maîtrise parfaite des bases de la rhétorique, logos, ce qu'il dit et comme il le dit, ethos, ce que les gens perçoivent de lui, et pathos, cette palette d'émotions qui va lui permettre de faire varier les sentiments qu'il va créer chez l'audience. Mais en termes du coup de technique rhétorique pure, qu'est-ce qu'il utilise, Jean-Luc? Déjà, un premier point, c'est la sincérité. Car en fait, Mélenchon, quand on l'écoute, il réussit un vrai tour de force rhétorique. C'est celui de paraître profondément sincère pendant ses déclarations. Quand on le voit s'emporter, quand on le voit s'émouvoir, quand on le voit perdre son calme, quand on le voit aussi faire preuve de connivence, quand on le voit s'indigner ou quand on le voit se vexer, tout ça, c'est des marqueurs de sa sincérité. D'ailleurs, ça, c'est un truc auquel on va être sensible, qu'on soit d'accord avec lui politiquement ou non, en fait. Parce que justement, on voit son côté humain, émotionnel. Et ça, c'est un truc qui, encore une fois, le différencie des autres acteurs de la politique qui vont plutôt avoir tendance à mettre leurs émotions en retrait et à se polisser et à se lisser au maximum pour paraître respectable. Qui a d'ailleurs tendance à avoir l'effet complètement inverse. Alors, autre technique que tu as évoquée, les éléments de langage. Alors, le choix des éléments de langage est un grand classique en politique. Et c'est souvent travaillé par des équipes de com. On l'a évoqué, mais il s'agit de formules préétablies qui peuvent servir aussi à marquer les esprits, pour mettre en avant un angle spécifique du traitement d'un sujet. Ça permet d'imposer une grille de lecture à l'auditoire, ou bien d'atténuer un élément négatif manifeste qui nuirait à son image de marque. À l'élection présidentielle de 2022, un élément de langage a été super présent, c'est le grand remplacement. Et la façon dont Jean-Luc Mélenchon a géré ça en termes rhétoriques est juste impressionnante. Le grand remplacement, c'était porté par Éric Zemmour, la figure la plus radicale de l'extrême droite, qui a une stratégie lui aussi basée sur le clivage. D'ailleurs, ils ont beaucoup de points communs dans leur stratégie. Cet élément de langage était le cheval de bataille de Zemmour, le sujet sur lequel tous ses opposants politiques ne voulaient surtout pas débattre. Ils ne voulaient pas, car en imposant cet élément de langage, c'est Éric Zemmour qui dictait le champ sémantique. Ils étaient donc obligés, pour s'opposer à lui, de nier en bloc. Ce qui faisait que renforcer Éric Zemmour, parce que effectivement, la démographie française n'est pas la même aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Jean-Luc Mélenchon, lui, a décidé d'embrasser les faits et la tendance migratoire, mais de la renommer. Il n'est plus question de grand remplacement, mais de créolisation. Ce qui lui permet de parler exactement de la même chose, mais de réimposer sa grille de lecture idéologique. Grâce à ça, il s'est imposé comme le seul et unique capable de débattre contre l'épouvantail absolu de cette élection qui était Éric Zemmour. Moi, j'ai débattu avec beaucoup de gens et je proposais même beaucoup de débats. Beaucoup refusent. Jean-Luc Mélenchon, lui, accepte. Je pense que ce n'est pas un hasard. Alors autant sur le point des idées, il n'y a absolument rien à voir entre celle de Zemmour et celle de Mélenchon. Autant d'un point de vue rhétorique, effectivement, il y a des petites similarités. Et une des ressemblances les plus notoires, c'est leur utilisation de ce qu'on appelle le registre épidictique. C'est un peu dur à décrire, mais en gros, ça désigne le fait de galvaniser son audience, tu vois. La galvaniser autour d'une cause commune, autour d'un totem commun, tu vois. Ouais. Par exemple, les valeurs de la République, les valeurs de la gauche pour Mélenchon et ainsi de suite. Et l'idée, en fait, c'est de prendre ce totem-là et d'en faire une éloge exacerbée de sorte à haranguer la foule et à créer justement une intensité émotionnelle qui va créer une sorte de climax, en fait, général. Et qui va ramener tout le monde à un truc très manichéen. Exactement. Et donc ça, le registre épidictique, c'est un petit peu le bras armé rhétorique de cette création de catégories et de ce travail de branding, de positionnement, de différenciation. Et quand c'est bien utilisé, c'est très très puissant. Et c'est ce qui permet, pendant les discours, de créer des véritables coups d'éclat très médiatisables, très visibles, très visuels. Et ce qu'on va retrouver d'ailleurs, tu vois, sur BFM TV un petit peu partout avec des extraits où on voit la foule qui est en délire, etc. Ça, c'est une des conséquences d'une bonne utilisation du registre épidictique. Et d'ailleurs, comme tu l'as dit, c'est très souvent dans le registre épidictique qu'on va retrouver des oppositions très binaires, très monolithiques entre le bon, le moral, le beau, l'acceptable, l'inacceptable. Ok, bon alors on a compris que la rhétorique, c'est essentiel pour convaincre, pour fédérer, pour persuader, pour engager une audience ou des électeurs. Mais c'est aussi indispensable pour les débats. Le moment tant attendu qui cristallise les combats d'idées. Pourquoi tant attendu? Eh bien parce que passé la première phase de galvanisation de ses fidèles, ça y est, les ennemis sont désignés, tout le monde est prêt pour le combat et veut écraser l'adversaire. Dominance.
Et ce qui est sûr, c'est que même s'ils pensent qu'ils ont raison sur le fond, les partisans d'un mouvement ou d'idées politiques détestent voir leur champion se faire fumer dans un débat. Cela les affecte au plus profond d'eux-mêmes, comme une perte ponctuelle de statut liée à cette humiliation. Rappelez-vous que ce candidat est là pour les aider dans la quête de leur propre acte narratif, à affirmer leur position par rapport aux autres dans la société et les aider à s'aligner avec une version idéale d'eux-mêmes. Bien entendu, plus on est radical, plus les personnes sont émotionnellement impliquées. Il faut donc un champion qui soit capable de les représenter au mieux, de défendre leurs idées politiques, leur grille de lecture du monde. Jean-Luc Mélenchon est devenu le leader indiscutable de la vraie gauche, aussi quand il est apparu comme le meilleur pour le combat. Si le combat est son incarnation dans un personnage, et quelque chose d'historiquement conscientisé dans les stratégies politiques, c'est beaucoup plus récent dans le marketing. Aujourd'hui, une des méthodes pour engager autour d'une marque, c'est de la faire incarner par un fondateur, pour raconter une histoire autour d'un ennemi commun. Et finalement, sous cet angle, grâce à cette analyse, je vois plus vraiment la différence entre marketing et politique en fait. Car maintenant, on voit des CEO qui font des formes de politique, car le produit qu'ils vendent est encapsulé dans un projet de société. Pour se rendre compte de ça, il faut comprendre le concept de Golden Circle. L'idée, c'est pas d'expliquer ce qu'on propose à la vente, mais d'expliquer pourquoi on fait les choses, pour fédérer autour du projet même. Ouais, en gros, ça se matérialise en 3 axes. Première partie, on a le why. Le why, c'est quoi? C'est le constat acerbe qu'on fait sur un événement donné. En gros, c'est là qu'apparaissent les ennemis, parce qu'il y a des gens qui vont pas être d'accord avec nous. Ensuite, on a le how. Comment on compte faire pour arriver à l'objectif qu'on s'est fixé? C'est en gros les étapes clés. Et enfin, on a le what, donc le quoi. C'est ce qu'on propose là, tout de suite, pour changer les choses. Donc si on reprend le Golden Circle de Mélenchon, ça donnerait un truc comme ça. Pourquoi il fait les choses? Les disparités sociales se creusent de plus en plus, la gauche n'est plus de gauche, le système capitaliste écrase tout sur son passage, les hommes politiques sont la cause de nos problèmes, avec l'Europe, les Français sont plus souverains. Le how, le comment, c'est on va mettre en place un vrai programme de gauche pour le peuple, un nouveau mode démocratique, etc. Le what, je suis là, votez pour moi. Quand je dis que je vois plus de différence entre growth marketing et politique, c'est peut-être une phrase un peu naïve en fait. Sûrement qu'il n'y a jamais eu de différence entre les deux d'un point de vue politique. C'est assez récent que les business se sont rendus compte que traiter une marque comme un projet politique créait d'énormes leviers de croissance. Par contre, dans l'autre sens, quand on regarde la communication organisée par Mélenchon et ses équipes de com, on comprend que ça fait longtemps que la politique pioche dans le growth marketing. À commencer par les événements organisés uniquement dans le but d'être repris par la presse. Le coup de l'hologramme, le meeting olfactif. Des coups qui, en plus de jouer sur une diffusion par RP, viennent induire la différenciation par l'innovation par la même occasion. Les politiques ont compris également très rapidement l'impact des plateformes sociales. D'abord comme moyen d'influence sur l'opinion publique, mais aussi comme un levier de croissance extraordinaire. Jean-Luc Mélenchon a compris que l'engagement d'une audience était le carburant des algorithmes, et que désormais il suffirait de nourrir les plateformes de contenu engageant pour en retirer encore plus d'engagement et de visibilité. Donc pour eux, ça n'a pas été très compliqué de s'adapter, parce que les procédés centrés sur l'engagement qui sont plutôt nouveaux pour les marques, eux, ils les utilisaient déjà depuis super longtemps. Comme par exemple l'art de la punchline donné à un journaliste en espérant sa diffusion. En gros, là, on peut voir une sorte de flywheel qui renforce son image de marque. En fait, une flywheel, en bon français, c'est une roue mécanique qui est montée sur un essieu. Et c'est un concept extrêmement intéressant en marketing. Pourquoi? Parce qu'en gros, plus on lui envoie de carburant, et plus elle prend de la vitesse. C'est mécanique. Et donc, plus elle prend de la vitesse, plus il est facile pour elle d'en prendre, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on peut créer une exponentielle. C'est extrêmement intéressant en marketing. Pourquoi? Parce que plus on va générer un input, une action, plus on va pouvoir générer facilement un résultat, un output. Et ça fait un effet boule de neige qui est juste infini. La flywheel de Mélenchon, elle pourrait se résumer à ça. Je prends une position clivante mais sincère et un minimum audible, le Maya. Mes détracteurs s'indignent et en parlent autour d'eux. Donc là, on est sur une première boucle de referral, de recommandation. Exactement. Puisque leur énervement est une forme d'engagement qui va participer à la diffusion. Mes supporters s'en réjouissent et en parlent aussi autour d'eux. Donc deuxième boucle de referral. Voilà, grâce au registre épidictique. Dans les deux cas, ma visibilité augmente, mais vu que j'ai fait en sorte de bien respecter les contours du Maya, je vais créer de l'adhésion avec un nouvel électorat qui va adhérer à mes propositions. Ce qui fait que mon audience adressable augmente, ma communauté augmente, ce qui fait que ma prochaine prise de position aura encore plus de poids que la précédente. Donc là, finalement, on a une mécanique de double referral pour Jean-Luc. L'idée se diffuse évidemment dans son camp, mais c'est aussi super efficace pour lui d'être diffusé par ses détracteurs. Pour la bonne raison que justement en politique, de toute façon, chaque camp restera sur ses positions. Ça renforcera l'engagement de ceux qui sont pour, et ça finira par toucher également une audience qui n'est pas encore partisane vraiment, mais qui partage la même grille idéologique. Par adhérence ou par opposition aux détracteurs et à ce qu'ils représentent. Et l'exemple typique, c'est Twitter. Ça se passe comme il y a 50 ans,
mais puissance 10, car beaucoup plus d'opportunités désormais. Chaque événement d'actualité peut être utilisé pour venir apposer sa grille de lecture idéologique. Et en ça en fait une stratégie de contenu infinie, où on vient prendre un fait et on vient l'interpréter sous l'angle de notre doctrine. Et quand on le fait de manière radicale, comme Jean-Luc Mélenchon, on déclenche forcément beaucoup plus de réactions, beaucoup d'engagement qui se traduit par beaucoup plus de visibilité. Les clivages s'entretiennent à merveille sur une plateforme comme Twitter, car on a réussi à déporter le combat ponctuel qui était associé à une élection, qu'habituellement il fallait attendre, à du quotidien. Désormais, les partisans ont le droit de participer au combat, directement en commentaire d'une punchline. Et eux-mêmes se mettent dans le jeu de tenter d'humilier l'adversaire, prouver qu'ils font bien partie de ceux qui ont raison. En fait, dans le jargon, Mélenchon s'est créé ce qu'on appelle une content factory. En gros, une sorte de grosse machine qui turbine et qui permet de créer du contenu à l'infini sans jamais manquer d'idées. Et sa machine à lui, en fait, elle tourne autour de 3 leviers. L'actualité, parce qu'il vient très souvent commenter ce qui s'est passé, c'est un peu le principe. Des prises de position cohérentes avec sa ligne idéologique, et tout ça avec une fréquence de publication très élevée et présente sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables. Grâce à tout ça, il est présent partout, chaque jour, en continu. Et quand on sait que la ressource la plus précieuse aujourd'hui, c'est pas l'argent, mais c'est l'attention, on comprend à quel point maîtriser ça, c'est puissant. Et si on reprend la logique de notre premier schéma, les réseaux sociaux permettent d'amplifier d'autant plus les effets cumulés. Et c'est potentiellement exponentiel grâce aux algorithmes. Bref, la start-up France Insoumise scale comme Jaja. Twitter est par exemple désormais investi par tous les politiques, qui n'hésitent pas à utiliser plein de faux comptes d'ailleurs pour accentuer leur présence. Donc c'est pas du tout une mécanique spécifique à Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. Mais étant radical de gauche, il est le pire ennemi des radicaux de droite. Et c'est cette opposition-là qui prend le plus de place aujourd'hui, car favorisé par les algorithmes. Mais par contre, là où Jean-Luc Mélenchon est vraiment loin devant, c'est YouTube. Il a bien compris, contrairement aux autres, la puissance de ce canal, qui présente l'avantage d'être absolument pas régulé par le CSA concernant le temps de parole pendant les périodes électorales. Pendant que les autres candidats se battent pour grappiller une seconde de plus sur un débat télé, on peut emballer l'algo de YouTube et être vu par des millions de gens gratuitement et totalement sous les radars. Bref, je crois qu'on peut dire qu'on a affaire à un pro, quoi. Qui peut nous donner l'impression que finalement, les communicants qui travaillent avec lui sortent directement du même moule que ceux qui travaillent pour des GAFAM, ces mêmes GAFAM, pourtant désignés comme ennemis par la doctrine. Tout ce qu'on a décrit dans cette analyse lui a permis de passer de dissident total à tête de proue de l'échiquier politique actuel. Mais dans l'état actuel des choses, on peut identifier quelques contradictions, quelques limites à cette stratégie. Alors moi, la première limite que je vois, c'est cette fameuse proposition de constituante, parce qu'au regard de la stratégie qui a mené la trajectoire de Jean-Luc Mélenchon, c'est vraiment ce côté incarnation, l'effet gourou, le tribun et tout ça, qui lui a permis de vraiment marquer son branding et engager un électorat. Maintenant, l'idée d'éliminer la classe politique sous-entend que toutes ces armes politiques qui sont liées à l'incarnation ne seront plus disponibles. En gros, ça fait un peu après moi le déluge, quoi. Ouais. Je suis arrivé là, je vous laisse le bébé, débrouillez-vous, quoi. Pour moi, je verrais 2 grandes limites. La première, c'est vis-à-vis de la fenêtre d'Overton, dont on parlait tout à l'heure. C'est le fait qu'il a cette nécessité vraiment stratégique de constamment proposer quelque chose qui, de par le framework Maya et sur l'accord de RAID en termes d'innovation, en termes de nouveauté, en termes de radicalité, dans un échiquier politique qui est complètement en train de glisser et de le positionner à l'extrême d'une gauche qu'il veut incarner en tant qu'acteur républicain et en tant qu'acteur, on va dire, respectable au sein de l'échiquier politique. Mais la deuxième difficulté, elle est dynastique. C'est-à-dire que Mélenchon, comme on l'a vu, il s'est créé un ethos très fort, une image très forte de tribun, pour certains de gourou, etc. Vraiment de tête de proue de la gauche qu'il incarne à lui tout seul. Et ça va être une vraie difficulté pour lui, alors qu'il approche de la retraite aujourd'hui, de perpétuer ça et de créer une vraie nouvelle lignée politique qui se perpétue dans le temps. On voit aujourd'hui le talon d'Achille, la faiblesse principale de sa stratégie, qui s'ancre autour de sa personne, du culte de sa personnalité, tout simplement parce que le jour où il arrête, il faut trouver forcément un successeur si on veut qu'il y ait une pérennité pour le faire aboutir tout simplement. Et donc ça, c'est une vraie galère pour lui. Et on l'a vu récemment avec Adrien Quatennens, qui était un petit peu son poulain en fait, un de ses successeurs pressentis. Et on a vu un petit peu dans sa prise de position, lorsqu'il a fallu prendre la défense d'Adrien Quatennens, on a vu un petit peu sa friabilité et je pense sa frustration, son amertume de voir le successeur le mieux pressenti prendre la suite, tout
tout simplement. Le problème, c'est que s'il ne le trouve pas, ce successeur, eh ben, ça sera la fin de la lignée Mélenchon et ça sera la fin de son règne, en tout cas, comme aujourd'hui leader de la gauche. Mais du coup, sur le cas de son poulain, il a un peu perdu de sa cohérence, du coup. Sa frustration a fini par un peu altérer la cohérence de son discours. Carrément, parce que ça lui a fait transiger avec un des éléments de son programme, qui est la lutte contre les violences faites aux femmes, etc. Et une intransigeance qu'il avait par rapport à ça. En fait, il a un petit peu terni. Pour la première fois, il a transigé, en fait. Là, il a commencé, il y a une friabilité. Donc, il a terni un petit peu son branding. En fait, ce qui est impressionnant dans l'étude qu'on a fait du parcours de Mélenchon et de sa stratégie politique, c'est se rendre compte à quel point c'est pas vraiment la politique qui s'inspire du marketing, c'est plutôt à quel point le marketing et le business s'inspirent des méthodes politiques pour bénéficier de nouveaux leviers de croissance qui vont toucher plus l'attention et l'engagement, qui sont vraiment les devises actuelles.